le plan Rockefeller pour le nouvel ordre mondial des BRICS selon leurs propres termes. Des décennies avant que le président George W. Bush n'introduise le nouvel ordre mondial, dans le langage courant américain, la famille Rockefeller et ses sous-fifres planifiaient l'utilisation de la puissance de l'Amérique après la Seconde Guerre mondiale pour instaurer un tel ordre. Au cours de mes recherches sur Laurance Rockefeller pour mon dernier article « Pourquoi les Rockefeller et les Jésuites guident-ils le mouvement de divulgation des ovnis ?», je suis tombé sur un livre intitulé « Prospect for America – The Rockefeller Panel Reports ». Il est le fruit d'une initiative du Rockefeller Brothers Fund en 1956, connu sous le nom de Projet d'études spéciales, et il présente le schéma directeur du nouvel ordre mondial multilatéral, multipolaire, qui se matérialise actuellement autour de nous. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la création des Nations Unies, que les Rockefeller ont contribué à créer et à financer, le projet d'études spéciales dirigé par Henry Kissinger a été mis sur pied pour mener à bien deux tâches évidentes. La première, créer un plan d'action pour mettre en place le gouvernement mondial tant souhaité par l'élite dans le contexte actuel de l'après-guerre. Et la deuxième, présenter l'ordre du jour de manière à ce qu'il puisse être vendu au peuple américain comme étant dans son meilleur intérêt. À l'issue de leurs travaux, les différents groupes du Special Studies Project ont compilé leur rapport dans un livre incomplet, aseptisé et lourdement tourné, le susmentionné Prospect for America. Ce livre explique comment sacrifier les intérêts nationaux des États-Unis pour permettre de former le nouvel ordre mondial, ce que l'on peut lire à la page 35 du livre. Pour commencer notre voyage à travers le plan Rockefeller pour le nouvel ordre mondial, commençons par leur définition de l'ancien ordre mondial. Les 13 empires de l'ancien ordre mondial. Extrait des pages 163-164 de Prospect for America. La nature du problème pour lequel le nouvel ordre mondial sera la solution. Une bonne politique extérieure des États-Unis doit se fonder sur une évaluation précise du monde dans lequel elle doit opérer. La désintégration du système politique du XIXe siècle. Le fait politique central de notre époque est la désintégration du système international qui a dominé les affaires mondiales presque jusqu'à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'au début du siècle, les 13 empires régnaient sur le monde. La neutralité de l'hémisphère occidental, comme celle de nombreuses régions aujourd'hui, dépendait de l'existence d'un équilibre maintenu par d'autres États. Cet équilibre des forces faisait en sorte que la plupart des transformations étaient relativement mineures. Elles ne menaçaient pas ou ne semblaient pas menacer la survie des États composant le système international. Le système international du XIXe siècle, malgré toutes ses faiblesses, apportait de l'ordre, une administration rationalisée et des arrangements pour les échanges économiques. Il apportait une forme de réponse à l'interdépendance croissante des sociétés. L'Europe était le principal fabricant du monde et le principal utilisateur de matières premières. Elle était le principal banquier et la principale source de capitaux du monde. Les personnes, les marchandises et l'argent circulaient avec une relative liberté d'un pays à l'autre et les banques européennes finançaient l'échange de marchandises. L'étal en or, maintenu par une politique de banque centrale des principales puissances, a permis la création d'une sorte de monnaie commune. Les tensions internes du système impérial ont commencé à se manifester au XIXe siècle et sont devenues flagrantes en 1914. La Première Guerre mondiale a entraîné l'effondrement des empires allemands, autrichiens, turcs et russes. En 1955, la plupart des systèmes impérialistes se sont dissous. Le système des empires du XIXe siècle en tant que moyen de maintenir l'ordre mondial, d'organiser son économie et de régler les différends internationaux s'est effondré. Donc, après avoir consolidé leur pouvoir sur la majeure partie du monde en construisant des empires, les puissances occultes ont été confrontées à un problème. Les empires, par leur nature même, sont territoriaux, compétitifs et nationalistes et ne sont pas disposés à se soumettre à un contrôle extérieur, comme l'exigerait une gouvernance mondiale. De toute évidence, ces anciennes structures devaient être démolies et remplacées par des structures plus récentes et plus malléables afin d'achever la consolidation mondiale. C'est pourquoi les puissances occultes ont fomenté et financé les deux guerres mondiales afin de briser les anciens empires et de créer un chaos international à partir duquel un nouvel ordre pourrait voir le jour. À la fin de chaque guerre mondiale, les puissances occultes ont immédiatement planté la graine de la gouvernance globale, mais celle-ci n'a pas germé comme prévu. À deux reprises, en l'espace d'une génération,
les États-Unis ont été à l'origine de la création d'une organisation mondiale, la Société des Nations en 1919, bien que nous ayons refusé d'y adhérer, et les Nations Unies en 1945. Dans les deux cas, l'impulsion a été donnée par la conviction que l'interdépendance des nations, mise en évidence par deux guerres catastrophiques, devait trouver une expression institutionnelle. Dans chaque cas, les grands espoirs n'ont pas été pleinement réalisés parce que les institutions formelles des organisations mondiales ont été conçues pour réaliser plus que le consensus des aspirations communes existantes n'était prêt à soutenir. Ce que l'on peut lire page 64. Si l'on décortique la dernière affirmation soulignée, ils disent en fait que les nations n'étaient pas suffisamment motivées pour céder leur souveraineté aux institutions mondialistes. Pour pallier ce manque d'aspiration commune, les puissances occultes ont donc encouragé la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. En menaçant certaines nations d'une agression soviétique et d'autres d'une agression américaine, ils ont contraint les nations à se regrouper et à se protéger. Les membres de chaque camp ont alors été poussés à accroître leur coopération économique et défensive afin de repousser la menace de l'autre camp. Ceux qui étaient programmés pour croire qu'ils vivaient dans le monde populaire, communiste, coopéraient pour bloquer l'agression du monde impérialiste. Et ceux qui étaient programmés pour croire qu'ils vivaient dans le monde libre, coopéraient pour bloquer l'agression de la sphère soviétique. À la page 180, on trouve: Conclusion. Si la menace soviétique dans le domaine de la politique économique extérieure est potentiellement redoutable, elle doit être considérée dans sa juste perspective. Elle est menaçante dans la mesure où la cohésion du monde libre est insuffisante. Le programme économique sélectif de l'Union soviétique est politiquement efficace dans la mesure où les pays faibles doivent faire face seuls à la puissance économique soviétique. Si ces pays font partie de groupements plus importants, ils pourront résister plus facilement aux pressions et négocier sur une base plus équitable. L'effort soviétique est impressionnant, surtout parce que le monde libre n'a pas réussi à mettre au point une structure viable au sein de laquelle les régions industrialisées et nouvellement développées peuvent coopérer pour répondre aux aspirations de leur peuple. Nous devons contribuer à la croissance et à la cohésion de la communauté des nations libres, non seulement parce que nous voulons empêcher l'expansion de la sphère soviétique, mais parce que nous voulons coopérer à la mise en place d'un nouveau système international voué à la paix, à la dignité humaine et au respect de l'indépendance nationale. Aux États-Unis, les gens ont été programmés pour croire que la lutte contre la menace rouge était une question de vie ou de mort. À la page 162, on trouve ceci. Notre participation au progrès économique et social mondial est importante du point de vue de notre économie et de celle du monde libre. Elle est cruciale du point de vue de notre survie et de la survie de la liberté partout. Cette participation est imposée par nos convictions les plus profondes. Mais la guerre froide, tout comme les conflits actuels qui font rage autour de nous, avait pour but de forcer les nations à former des groupes et les groupes à former un ordre mondial. Une fois qu'elle a atteint son objectif, la guerre froide a pris fin pour permettre aux deux parties de fusionner dans le cadre du nouvel ordre mondial. Du New York Times, voici quelques extraits clés. Le président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, a terminé aujourd'hui une épuisante visite transcontinentale aux États-Unis en lançant un appel en faveur d'un système d'alliance mondiale radicalement différent. Plutôt que de renforcer la défense, a-t-il affirmé, les alliances de l'avenir devraient être conçues pour favoriser une unité internationale qui protégerait l'environnement, lutterait contre la faim, les maladies, la toxicomanie et l'ignorance. Le dirigeant soviétique a déclaré que sa deuxième conférence au sommet avec M. Bush avait contribué à faire avancer les États-Unis et l'Union soviétique vers un monde nouveau. Pour qu'un nouveau type de progrès dans le monde devienne une réalité, chacun doit changer, a ajouté M. Gorbatchev. La tolérance est l'alpha et l'oméga d'un nouvel ordre mondial. Comme on peut s'y attendre, Prospect for America offre un aperçu de ce à quoi ressemblera le nouvel ordre mondial de Gorbatchev et de Bush. Page 26, on nous dit la chose suivante. Le résultat espéré est la paix dans un monde divisé en unités plus petites, mais organisées et agissant dans un effort commun pour permettre et aider le progrès dans la vie économique, politique, culturelle et spirituelle. Une telle communauté doit faciliter l'accès le plus libre et le plus complet de chacun à la pensée de tous. Elle doit permettre la plus grande diversité d'idées, de structures sociales et de formes d'expression compatibles avec le fonctionnement de la communauté. Elle serait vraisemblablement constituée d'institutions régionales placées sous l'autorité d'un organisme international à l'autorité croissante, combinées de manière à pouvoir traiter les problèmes que, de plus en plus, les nations séparées
ne seront pas en mesure de résoudre seuls. Notez bien ici que le passage dit « combiner de manière à pouvoir faire face aux problèmes que les nations séparées ne pourront de plus en plus résoudre seules ». Et ils nous disent ici qu'ils créeront délibérément des problèmes de plus en plus difficiles pour obliger les nations à accepter le nouvel ordre mondial. Nous en avons été témoins, n'est-ce pas? Quant à la structure du nouvel ordre mondial elle-même, on nous dit qu'elle consistera en des institutions régionales placées sous l'autorité d'un organisme international de plus en plus puissant, au point d'être totalement contrôlé. Ailleurs dans le livre, on nous dit que l'ONU comprendra également des structures fonctionnelles pour les questions qui nécessitent une gestion au-delà des frontières régionales. Voyons donc plus en détail à quoi ressemblerait et comment fonctionnerait une telle structure. Tout d'abord, au sommet se trouve l'organisme international à l'autorité grandissante. Il va sans dire qu'il s'agit de l'ONU. À la page 33, on peut lire ceci. En plus d'avoir participé directement au développement de 2 groupes régionaux, les États-Unis ont participé pleinement et dès le début aux Nations Unies, l'organisation internationale qui offre aujourd'hui l'espoir raisonnable de pouvoir assumer de plus en plus de fonctions et d'assumer des responsabilités de plus en plus grandes. En soutenant l'esprit et la lettre de la Charte, les États-Unis ont montré qu'ils ne se contentaient pas d'un soutien de pure forme à l'ordre mondial indispensable qui, comme nous l'avons vu, est à la base du consensus américain. L'ONU est la preuve de notre conviction que les problèmes qui ont un impact mondial doivent être traités par des institutions de portée mondiale. L'ONU est enfin le symbole de l'ordre mondial qui sera un jour construit. À la page 189, on peut lire « Les arrangements régionaux ». Les politiques visant à promouvoir la vitalité de notre économie ne sont que le début de notre tâche. Elles doivent être accompagnées de mesures qui font de l'interdépendance des nations une source de force mutuelle. Il est impossible pour les États-Unis de traiter de manière créative avec 80 nations souveraines uniquement sur une base bilatérale. Les accords multinationaux les plus naturels sont souvent régionaux. Dans de nombreuses régions du monde, la géographie et l'histoire commune constituent la base d'objectifs communs et d'efforts de coopération fructueux. Voici les 10 régions de développement des Nations Unies sur cette carte. La page 190 explique comment les dispositions régionales se manifesteront. Il n'est pas possible de décrire la forme précise que devraient prendre les arrangements régionaux dans toutes les parties du monde. Il peut s'agir d'efforts conjoints pour assurer le développement économique, de marchés communs et de zones de libre-échange, ou d'arrangements fonctionnels comme la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Une fois pleinement développés, ils impliquent un accord commun sur les dispositions monétaires et de change, une discipline commune sur les questions fiscales et une libre circulation des capitaux et de la main-d'œuvre. Nous pensons que cette approche régionale est valable à l'échelle mondiale. Étant donné que l'adaptation particulière sera différente pour chaque région, la structure devra être élaborée par chaque région par le biais de consultations. Nous pensons que les États-Unis devraient encourager le développement de telles structures régionales dans toutes les régions du monde libre. Nous avons essayé de développer les grandes lignes de l'unité de l'hémisphère occidental dans la section 5 à titre d'exemple. Accords de libre-échange, institutions communes de développement économique, accords commerciaux. Tout cela vous semble très familier, n'est-ce pas? Ainsi, lorsqu'un propagandiste de l'Est contre l'Ouest tente de vous vendre l'idée que la Banque de développement des BRICS ou un accord d'échange de devises entre la Chine et la Russie démontre que des nations tentent de se libérer du nouvel ordre mondial, souvenez-vous de ce passage. La Russie et la Chine suivent le scénario du nouvel ordre mondial à la lettre, mais je reviendrai sur ce point un peu plus loin dans l'article. À la page 191. Arrangements fonctionnels. Les arrangements régionaux ne peuvent, à eux seuls, fournir toute la structure d'une économie mondiale libre. Certains problèmes et certaines opportunités transcendent les frontières régionales. D'autres doivent être traités à l'échelle mondiale. 3 des plus importants challenges fonctionnels, le problème des produits de base, les nouvelles perspectives de la science et le rôle des institutions financières internationales, seront examinés ici. L'Alliance des BRICS est un exemple d'arrangement fonctionnel. Elle transcende les frontières régionales et donne forme à l'affrontement dialectique entre les banquiers anglo-américains et les banquiers des BRICS, qui donnera naissance à l'Organisation mondiale du commerce.
Un autre exemple est le Fonds monétaire international, qui gérera la nouvelle monnaie de réserve mondiale une fois que le drame de l'Est contre l'Ouest aura atteint son paroxysme. Maintenant que la structure planifiée du nouvel ordre mondial nous est présentée, voyons comment les Rockefeller ont prévu de faire adhérer l'Amérique à ce projet. Le nouvel ordre mondial, grand objectif de l'Amérique. Prospect for America se donne beaucoup de mal pour démontrer que la construction d'un gouvernement mondial est dans l'intérêt de l'Amérique. Il commence par insinuer que les États-nations sont en quelque sorte dépassés par le fait qu'ils commercent les uns avec les autres. Puis, il offre le faux choix d'échouer en ne s'engageant pas du tout dans le commerce. Le déclin de l'État-nation. L'État-nation, tel qu'il a été conçu au XVIe siècle et tel qu'il a existé tout au long de l'époque moderne, est en train de se transformer. Dans ce rapport, il a été nécessaire de parler des nations comme si elles étaient encore les entités solides, étanches et souveraines que la théorie traditionnelle décrit. En réalité, il y a longtemps qu'il n'en est plus ainsi. La croissance du monde moderne a vu l'interdépendance des nations et des communautés s'accroître à un point tel que l'indépendance, au moins dans le sens de l'autosuffisance, est sérieusement érodée. Si les États-Unis étaient confrontés à la nécessité d'exister en dehors du commerce mondial, de ses courants intellectuels et spirituels, et du soutien des nations alliées et apparentées, ils se rendraient rapidement compte que l'interdépendance peut être poussée trop loin. À la page 60, il s'agit de prospérer en s'engageant dans des échanges commerciaux gérés par le nouvel ordre mondial. Le défi consiste donc à construire une nouvelle structure qui rendra possible la réalisation des objectifs fondamentaux de l'humanité. Le bien-être et la prospérité de chaque nation dépendront de plus en plus de sa participation à un complexe de nations conçues pour satisfaire les aspirations humaines en éveil. Aucun pays, pas même les États-Unis, ne peut répondre aux attentes de son peuple ou continuer à croître en se contentant de développer et d'utiliser uniquement ses propres ressources. À partir de la page 161, ils omettent commodément de mentionner qu'il existe de nombreuses autres options que le recours à l'un ou l'autre de ces deux extrêmes. Kissinger et consorts affirment également que la construction du nouvel ordre mondial est le grand objectif de la politique étrangère américaine. Telle est dans ces grandes lignes l'image du monde dont la construction est considérée par les États-Unis comme le grand objectif de leur politique étrangère. Ce n'est pas seulement par désir que les États-Unis recherchent un tel monde, mais par nécessité. Ce n'est pas seulement en fonction des anciennes normes de l'intérêt national, mais parce que les États-Unis ne peuvent espérer se réaliser pleinement que dans un environnement où de nouveaux besoins sont satisfaits par de nouvelles institutions. Et à partir de la page 26, on nous précise que l'efficacité de la politique américaine sera jugée en fonction de la manière dont l'Amérique encourage les institutions mondialistes. Dans deux domaines en particulier, nous constatons que les associations régionales sont d'une importance vitale pour la politique américaine. Il s'agit de l'hémisphère occidental et de la communauté atlantique. Dans le même temps, les Nations Unies offrent un exemple vigoureux d'une institution en pleine expansion au niveau mondial. L'efficacité de la politique américaine sera jugée en grande partie par la mesure dans laquelle elle réussira à aider à maintenir ces associations régionales et universelles existantes en bonne santé et sur la voie de la croissance. À partir de la page 27, il est à noter également que le passage assigne les États-Unis à la sphère occidentale. Les planificateurs avaient en tête une autre nation pour diriger la sphère orientale, la Chine. Le livre propose ensuite des moyens spécifiques permettant à l'Amérique de sacrifier ses intérêts nationaux pour construire le gouvernement mondial. La désindustrialisation de l'Amérique. À partir de la page 73, nous voyons la genèse des politiques économiques qui ont mené l'économie américaine à la ruine. Un élément essentiel sera une politique commerciale américaine de plus en plus libérale, qui permettra à d'autres pays de vendre sur les marchés américains, alors que les mondialistes plaident en faveur de la suppression unilatérale des barrières commerciales qui protégeaient l'économie américaine de la concurrence de la main-d'œuvre esclave étrangère. Kissinger et consorts affirment également que nous ne devrions pas nous défendre économiquement, car cela pourrait créer des obstacles au progrès d'autrui.
De la page 75, surligné en rouge. Les mesures prises par les États-Unis pour faire face à la situation économique intérieure doivent être examinées avec soin à la lumière des obstacles qu'elles peuvent créer au progrès d'autres pays. Et pour donner aux Américains un avant-goût de ce qui les attend, la page 75 donne également ce petit indice. En bref, les États-Unis sont invités à se conduire de manière à combler par tous les moyens possibles le fossé potentiel entre l'Est et l'Ouest. Nous pouvons espérer des liens d'amitié et d'intérêt avec l'Orient. Nous ne devons pas laisser l'émotion ou les différences d'idéologie fermer la porte aux possibilités de meilleures relations avec le peuple chinois qui peuvent se présenter dans les années à venir. Défendant la liberté et la dignité essentielle de l'homme, les États-Unis ne peuvent se voir couper d'aucun continent ni d'aucun pays. Il s'avère que l'Amérique s'est effectivement posée en pont pour entraîner la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Nous l'avons fait en les attirant avec une grande partie de notre richesse nationale par le biais d'un commerce déséquilibré et de l'externalisation. Ce qui nous amène à parler des BRICS. Le rôle des BRICS dans l'édification du nouvel ordre mondial. Prospect aborde ensuite le statut des nations qui ont été libérées par l'effondrement programmé de l'ancien ordre mondial. À la page 164, on trouve ceci. Tout en réalisant leurs aspirations à la souveraineté nationale, ces nations sont confrontées à de nouveaux problèmes. Au moment où les pressions de l'époque contemporaine poussent à une interdépendance de plus en plus grande, les nations nouvellement indépendantes sont poussées ou tentées d'ériger des économies autosuffisantes qui tendent à restreindre les vastes marchés indispensables à l'industrialisation. Un système d'organisation de l'ordre international a été détruit sans être remplacé par un autre. Les forces divergentes du nationalisme doivent être contrebalancées par des forces convergentes, cherchant à réaliser une libre association des nations, de manière à ce que la coopération politique, sociale et économique puisse transcender les frontières nationales. Si l'on enlève la tournure de ce passage, il nous dit que la volonté des nouveaux États-nations de parvenir à une véritable indépendance doit être équilibrée par des forces convergentes. Et quelle forme ont pris ces forces convergentes? Les mondialistes ont eu recours à des guerres chaudes et froides, à des insurrections, à des conflits commerciaux et à des tueurs à gages économiques pour rendre la vie insupportable à tout État-nation tentant d'être indépendant. Tous ces conflits ont contraint ces nations à demander de l'aide aux institutions internationales, sous forme d'occupation militaire ou de servitude pour dette. À la page 61, tout en affirmant leur nationalisme, ils tâtonnent vers ces groupements plus vastes dans lesquels seuls ils peuvent espérer trouver la satisfaction de leurs besoins. Quand Prospect parle, page 60, de ce qui anime ces peuples. Les aspirations des peuples du monde entier s'expriment aujourd'hui à travers le slogan du nationalisme. Ce qui anime ces peuples, c'est la volonté de sortir rapidement et définitivement de l'ère du colonialisme. Cela m'a fait penser à quelque chose que j'ai écrit dans un vieil article intitulé « David Wilcock et le véritable nouvel ordre mondial », dans lequel j'écrivais « Pourquoi la Chine ? Pourquoi les Illuminati, dont la base se trouve en Europe occidentale, voudraient-ils que les Chinois soient le visage public de leur nouvel ordre mondial ?» Un indice de leur motivation et de leur stratégie se trouve dans cet article intitulé « L'élite coloniale dirige la Chine pour les Illuminati ». L'auteur y déclare « Le peuple chinois se révolterait contre une domination étrangère manifeste, mais accepterait sa place dans le nouvel ordre mondial s'il pensait qu'il en avait le contrôle. Les Chinois ont beaucoup souffert de l'impérialisme occidental comme une grande partie du monde. Par conséquent, les Illuminati auraient du mal à rallier de nombreuses nations à un nouvel ordre mondial dirigé par l'Occident, en particulier les Chinois nationalistes. Comme il ne peut y avoir d'ordre véritablement mondial sans la nation la plus peuplée de la planète, les Illuminati ont choisi d'utiliser leur propre héritage de destruction à leur avantage. Leur stratégie en deux parties est la suivante. La première, ils mettent en place une alliance centrée sur la Chine comme force d'opposition à l'alliance occidentale. Cette partie de la stratégie a été évoquée dans la presse traditionnelle dans cet article de l'UPI de 2002 intitulé « La Chine veut son propre nouvel ordre mondial pour s'opposer à la version américaine ». La cabale a l'habitude d'utiliser des forces opposées pour parvenir à ses fins, et elle s'assure toujours d'avoir une influence ou un contrôle sur les deux parties. La deuxième en conduisant le public mondial entre les mains de l'Alliance chinoise. Comment ont-ils procédé, me direz-vous? Ils ont largement diffusé un odieux nouvel ordre mondial planifié par les puissances occidentales
tout en faisant la promotion d'un nouvel ordre mondial bienveillant, planifié par la Chine et ses alliés, établissant ainsi le danger d'un côté et la sécurité de l'autre. Ils ont suscité des actions scandaleuses et provocatrices, tant économiques que militaires, de la part des puissances occidentales, ce qui donne un nouvel aperçu de la criminalité de Wall Street et de la City de Londres, et des récents gâchis militaires occidentaux en Afghanistan, en Irak, en Égypte, en Libye et en Syrie, que tout le monde peut voir. Ils ont largement exposé des informations préjudiciables sur les nations occidentales, en particulier les États-Unis. C'est ce qui a motivé Wikileaks, Snowden et un millier de petites révélations. Et après que Snowden ait révélé au grand public les activités de la NSA, où s'est-il caché? D'abord en Chine, Hong Kong, puis en Russie. Quel est donc le message psychologique? La Chine et la Russie, l'alliance BRICS, sont les endroits où l'on se réfugie pour se protéger des méchants États-Unis, de leurs alliés occidentaux et de tout leur comportement horrible. C'est vraiment très simple. Les Illuminati ont construit un piège à lapin dans l'alliance des BRICS qui ressemble à un trou agréable et sûr pour se cacher du danger. Maintenant, ils battent les buissons avec les puissances occidentales pour pousser les lapins vers le piège. Il est clair que les mondialistes ont pris en compte les aspirations des peuples du monde entier à sortir rapidement et définitivement de l'ère du colonialisme dans leur planification du nouvel ordre mondial. C'est pour cette raison que l'alliance des BRICS a été formée et que l'OTAN a été conçue de manière multipolaire. Ils veulent que les peuples opprimés du monde s'unissent et se voient en train de battre l'Occident. Et ils veulent leur faire croire que le nouvel ordre mondial multipolaire des Illuminati représente leur victoire finale sur l'oppression et leur ascension vers l'égalité, alors qu'il ne s'agit en fait que du début d'une nouvelle phase d'assujettissement et de leur chute dans l'égalité en tant que serfs mondiaux. Le plan Rockefeller pour le nouvel ordre mondial des BRICS étant exposé, voyons comment il a été mis en œuvre. La Chine, la construction du faux sauveur. Les grandes étapes de l'édification du nouvel ordre mondial, décrites dans Prospect for America, ont commencé à la fin des années 60. 1969, le Fonds monétaire international introduit le droit de tirage spécial destiné à remplacer le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Juillet 1971, Henry Kissinger, ancien directeur du Special Studies Project, tient des réunions secrètes en Chine afin de préparer le terrain pour l'introduction de la Chine sur la scène internationale. Le voici avec le premier ministre chinois Zhou Enlai, alias Zhou Enlai, lors de sa visite. Août 1971, le président Richard Nixon retire l'Amérique de l'étalon or. Ce fut la première explosion majeure dans la démolition du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, pour faire place à son remplacement par le DTS des mondialistes aux alentours de 2018. Février 1972, Nixon visite et ouvre la Chine. Le voici avec le président Mao. En juin 1973, David Rockefeller Sr. se rend en Chine pour commencer à mettre au point les détails de la mise en œuvre de ce qui est à venir. Il rencontre ici le Premier ministre Zhou Enlai. Qu'est-ce qui a été déclenché par ces événements? En 1978, Deng Xiaoping a pris le pouvoir et a développé le socialisme aux caractéristiques chinoises et la réforme économique chinoise, également connue sous le nom d'économie socialiste de marché, et a ouvert la Chine au marché mondial. L'article « L'élite coloniale dirige la Chine pour les Illuminati », cité plus haut, offre un point de vue intéressant sur la dynamique cachée qui sous-tend cette évolution. Wang Hao, historien à l'Institut chinois d'études internationales, a rapporté que l'adjoint de Zhou Enlai a rencontré David Rockefeller en juin 1973. Lors de sa rencontre avec David Rockefeller, Zhou lui a dit qu'il était nécessaire de trouver des méthodes appropriées pour favoriser le développement du commerce entre deux parties soumises à des systèmes politiques différents. La fusion entre les entreprises et les communistes a commencé lorsque Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir à la fin des années 70 et a introduit ses réformes de marché avec le slogan « S'enrichir, c'est glorieux ». Toutefois, après 30 ans de maoïsme, son régime était désespérément mal équipé pour gérer une économie de marché. Il s'est donc tourné vers les magnats chinois les plus riches de Hong Kong pour obtenir des conseils. Le magnat le plus puissant de Hong Kong est Li Ka-shing, l'asiatique le plus riche du monde et un initié des Illuminati. Cela a contribué à la mise en place d'une élite chinoise qui est une fusion entre les dirigeants communistes, les magnats de Hong Kong et les triades criminelles. Ces trois factions tirent leur pouvoir de la collaboration des Illuminati. Inutile de dire que la coordination mondialiste avec la Chine et son partenaire des BRICS, la Russie, s'est poursuivie sans relâche jusqu'à aujourd'hui.
Pour conclure, je dirais simplement que toute solution globale qui nous sera proposée dans les années à venir est en fait une solution globaliste. Si vous ne vous réunissez pas avec vos voisins pour commencer à exercer votre autosuffisance et à contrôler votre vie, vous tomberez par défaut dans la dépendance et le contrôle mondialiste. Et si vous ne vous réunissez pas avec les membres de votre communauté locale pour concevoir une monnaie ou une autre méthode d'échange ou de troc qui vous soit propre, vous finirez par utiliser la monnaie des banques par défaut. Le pouvoir qui n'est pas pris en main est laissé aux prédateurs qui s'en emparent.